Il y a 10 ans, jour pour jour, le 13 novembre 2015, la France était frappée par une série d'attentats meurtriers revendiqués par Daesh. Au total, 132 personnes ont été tuées et des centaines d'autres ont été blessées. Alors, en ce 13 novembre 2025, de nombreux hommages aux victimes et à leurs proches ont été organisés. Et aujourd'hui, ça nous semblait important de prendre ce temps-là et de revenir sur cette journée il y a 10 ans pour rendre hommage aussi. Salut, c'est Hugo et c'est donc évidemment le sujet à la une de ces actualités du jour. Ce jeudi, de nombreux hommages ont été organisés, en commençant au Stade de France, l'endroit où les attaques terroristes, revendiquées donc par l'État islamique, l'un des groupes djihadistes les plus importants, ont commencé le 13 novembre 2015. Ce jour-là, un premier commando terroriste s'était rendu aux abords du Stade de France à Saint-Denis, au nord de Paris, pendant un match de football entre la France et l'Allemagne. 3 hommes équipés de ceintures explosives avaient déclenché leurs explosifs à l'extérieur du stade à 3 endroits différents, causant la mort d'une personne, Manuel Dias, et faisant une dizaine de blessés graves. Ils avaient tenté de pénétrer à l'intérieur du stade. Un premier hommage a donc été rendu en fin de matinée. Le maire de Saint-Denis a déclaré que Manuel Dias avait été, je cite, la première vie fauchée par l'obscurantisme et le barbarisme de cette journée. Les hommages se sont ensuite poursuivis tout au long de la journée sur chacun des lieux des attentats. Après le Stade de France, différents hommages ont eu lieu aux abords des bars et restaurants parisiens visés il y a 10 ans par les attaques d'un deuxième commando terroriste. Il s'agit du Petit Cambodge, du Carillon, de la Bonne Bière, de la Casa Nostra, ainsi que la Belle Équipe et le comptoir Voltaire. En quelques minutes, les terroristes armés de Kalachnikov avaient tué 39 personnes et fait des dizaines de blessés. Les hommages retraçant les attaques se sont finalement déroulés devant le Bataclan, cette salle de spectacle, elle aussi située à Paris, où le dernier commando de terroristes s'était rendu le 13 novembre 2015, tuant 90 personnes. Le président Emmanuel Macron s'est donc rendu tout au long de la journée, accompagné de nombreux élus sur chacun des lieux de commémoration pour se recueillir aux côtés des victimes et des organisations de victimes qui étaient elles aussi invitées. Une minute de silence a également été observée devant chaque lieu touché par ces attentats. Mais les hommages ne se sont pas arrêtés là, puisque vers 18h, les cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de toutes les églises de la capitale ont sonné juste avant l'ouverture d'une grande cérémonie près de l'hôtel de ville. Lors de la cérémonie, 1500 invités étaient présents, notamment des rescapés, des familles de victimes, des élus, des magistrats ou encore des policiers et des membres des services de secours qui étaient présents pour apporter leur aide dans la soirée du 13 novembre 2015. Plusieurs discours ont aussi été prononcés, notamment ceux des présidents des associations de victimes 13 11 15 et Life for Paris, suivis de ceux de la maire de Paris Anne Hidalgo et du président de la République. Les noms des victimes des attaques ont elles aussi été cités une par une. La cérémonie s'est également faite en musique. Selon l'Élysée, l'objectif était aussi de rendre hommage au sens de la fête auquel les attentats et ces djihadistes ont voulu s'attaquer. La direction musicale de la cérémonie avait été confiée à Victor Lehmann, le compositeur de l'hymne des Jeux Olympiques de 2024. Plusieurs morceaux ont aussi été interprétés par le Chœur du 13, qui est une chorale créée spécialement pour cet anniversaire qui réunit une quarantaine de personnes des 2 organisations de victimes et proches de victimes. Et puis au-delà de ces différents hommages, vous l'avez sûrement vu si vous êtes à Paris, la Tour Eiffel a été illuminée et de très nombreuses personnes ont également déposé depuis plusieurs jours maintenant des fleurs, des messages ou encore des bougies sur la place de la République où ce soir était diffusée la cérémonie. Alors 10 ans après, je ne vous apprends rien et je m'inclus dedans, cette série d'attentats a profondément marqué la France. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier à avoir touché le territoire français depuis la Seconde Guerre mondiale et l'un des plus violents à avoir touché l'Europe. 73% des Français se disent encore angoissés par la menace terroriste 10 ans après, selon un sondage réalisé par Ipsos pour la Tribune dimanche. Concernant les réponses apportées par l'État, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place, notamment une augmentation importante du budget des renseignements intérieurs pour lutter contre le terrorisme islamiste et plus largement toute forme de terrorisme. On évoquait tout cela en détail en début de semaine. Enfin, le procès suite à ces attaques djihadistes s'était tenu entre 2021 et 2022. Là aussi, on avait eu l'occasion d'en parler et je vous mets des liens directement en description si vous voulez en savoir plus. En tout cas, on peut noter que ce 13 novembre 2015 a aussi été la date choisie pour l'autodissolution de l'association des victimes Life for Paris. Son président, Arthur Desnouveau, lui-même rescapé du Bataclan, a expliqué à différents médias que l'objectif était pour les membres de l'organisation de ne pas s'enfermer dans le statut de victime. Il affirme, je cite, « On est devenu victime parce qu'on nous l'a imposé. On a fini par comprendre qu'on devait nous-mêmes retirer cet habit. » Alors, en ce 13 novembre, je tiens à adresser toutes mes pensées, évidemment, aux proches de personnes qui ont été tuées dans cette attaque, y compris d'ailleurs dans les années qui ont suivi, qui ont mis fin à leur jour après ce tragique drame. Toutes mes pensées vont à leurs familles, à leurs proches, à tous ceux qui portent encore au quotidien ces blessures. On tenait évidemment à prendre le temps aujourd'hui de revenir sur ce 13 novembre. Je vous mets en description différents liens, différents témoignages. Je vous partage aussi en description
description la vidéo qu'on a publiée il y a quelques jours avec des regards croisés. On a souhaité donner la parole intégralement à des personnes qui ont été victimes ou ont été directement touchées par ces différents attentats. Elles nous racontent leur histoire, certes du 13 novembre, mais aussi de l'après, un après qui est parfois peu évoqué ou peu connu. On vous invite aussi à prendre le temps d'écouter les différents témoignages. On va vous mettre directement des liens en description. De notre côté aussi, on a essayé de participer et donner la parole intégralement dans le cadre d'une vidéo de près d'1 heure à différentes victimes de ces attentats. Je tiens à les remercier une nouvelle fois pour leur temps et leurs témoignages précieux. C'était absolument bouleversant mais essentiel pour ne pas oublier et pour transmettre. Je vous laisse avec Elie Sarah pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Boualem Sansal, un écrivain franco-algérien de 81 ans, est arrivé ce mercredi soir en Allemagne après 1 an d'incarcération en Algérie. Alors on en a pas mal parlé ces derniers mois. L'écrivain a été condamné en Algérie à 5 ans de prison ferme en mars dernier, notamment pour atteinte à l'unité nationale. L'une des raisons évoquées par le gouvernement algérien, c'est qu'il avait déclaré en octobre 2024 à Frontières, un média français d'extrême droite, que certaines régions algériennes appartenaient historiquement au Maroc avant la colonisation française. Et ça, c'est un sujet très sensible en Algérie. Mais alors pourquoi l'Allemagne ? Eh bien en fait, le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, avait activement participé aux négociations et il avait notamment demandé à ce que l'écrivain soit libéré en raison de son état de santé fragile. A noter que cette affaire a lieu dans un contexte où les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont assez tendues. On vous avait fait plusieurs vidéos sur le sujet, si vous voulez en savoir davantage. Boualem Sansal, qui est atteint d'un cancer de la prostate, va désormais recevoir des soins médicaux en Allemagne. Deuxième actu, c'est la fin de la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire des États-Unis. Après 43 jours, le texte mettant fin au shutdown a été signé par le président américain Donald Trump. Alors le shutdown, c'est lorsque les élus républicains et démocrates ne parviennent pas à s'accorder sur le budget du pays, c'est-à-dire la manière dont les États-Unis vont dépenser et collecter de l'argent pour fonctionner. La conséquence, c'est que le pays est bloqué. Par exemple, depuis le 1er octobre, plus d'1 million de fonctionnaires américains n'ont pas été payés et le versement de certaines aides sociales a aussi été grandement perturbé. Certains démocrates, donc le camp de l'ex-président Joe Biden, ont fini par accepter la proposition de loi des républicains, permettant ainsi de promulguer un budget et mettre fin à la paralysie, mais cependant, le budget n'est reconduit que jusqu'à fin janvier prochain, et il pourrait donc y avoir une nouvelle paralysie. Si les démocrates et les républicains arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur un budget à ce moment-là, on suivra ça. Troisième actu, toujours aux États-Unis, où de nouveaux documents sur l'affaire Epstein, 3 emails obtenus et rendus publics par des élus démocrates, mettent en cause le président Donald Trump. Alors Jeffrey Epstein, c'est un financier américain, accusé d'avoir été à la tête d'un important trafic sexuel de filles mineures pendant plusieurs années. Il s'est suicidé en prison en 2019, avant que son procès puisse avoir lieu. Dans les emails qui ont été rendus publics, Jeffrey Epstein laisse entendre que, je cite, Donald Trump était au courant pour les filles et a passé plusieurs heures au domicile d'Epstein avec l'une des victimes. Donald Trump a réagi en accusant les démocrates de promouvoir une supercherie et que seul un républicain très mauvais ou stupide tomberait dans le piège. Il faut savoir que le président américain a toujours démenti avoir eu connaissance des activités criminelles du financier, dont il était un proche avant que leurs relations ne se tendent dans les années 2000. Pendant sa campagne, il avait même promis des révélations sur l'affaire Epstein, ce qui n'a pas eu lieu. A noter qu'une pétition pour forcer le gouvernement à publier des documents sur l'affaire a récolté un nombre suffisant de signatures pour qu'un vote à ce sujet ait lieu dans les prochains jours à la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Quatrième actu, les ministres ukrainiens de l'énergie et de la justice ont démissionné ce mercredi sur demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky à cause d'un scandale de corruption qui secoue le pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce lundi, les résultats d'une enquête du Bureau national anticorruption d'Ukraine, une institution indépendante du pouvoir exécutif, ont été publiés. L'enquête porte sur un système présumé de corruption et de blanchiment d'argent dans le secteur énergétique, estimé à près de 100 millions de dollars. Le producteur Timur Mindich, un proche de Volodymyr Zelensky, est notamment visé par l'enquête et il a quitté le pays, selon un responsable du bureau national. Le président ukrainien a réagi mercredi en déclarant qu'il était inacceptable que certains stratagèmes continuent d'exister dans le secteur de l'énergie, alors que l'Ukraine est touchée par des coupures d'électricité, des frappes russes et des pertes depuis l'invasion à grande échelle du pays par la Russie en 2022. Cinquième actu, les marques du groupe SMCP, à savoir Sandro, Maje, Claudie Pierlot ou Fursac, ont annoncé quitter le BHV, un grand magasin parisien situé au centre de la capitale, selon BFM Business. Le groupe n'a pas commenté la décision, ni précisé les raisons. Cependant, l'annonce intervient dans un contexte particulier pour le grand magasin, puisqu'il est pointé du doigt depuis l'arrivée d'un point de vente Shein, une entreprise chinoise d'ultra fast fashion, accusée de pratiques déloyales, de pollution et de conditions de travail indignes. Récemment, des signalements ont visé la plateforme à cause de poupées sexuelles à l'apparence de petites filles, disponibles à la vente sur le site et retirées depuis. Dior et Guerlain, du groupe LVMH, avaient annoncé leur départ mercredi matin, évoquant des retards de paiement du BHV. Dans une lettre interne, le BHV a démenti les difficultés de paiement et a déclaré que toutes ces marques quittaient le grand magasin pour une question d'image. Et enfin, on termine avec cette actu. Les députés ont largement voté pour la création d'un congé supplémentaire de naissance. Ce congé pourrait permettre aux parents de prendre jusqu'à 2 mois de congé supplémentaire chacun pour accueillir leur enfant. Alors
il remplace pas les congés maternité, paternité et d'adoption qui existent déjà. Ce congé supplémentaire serait indemnisé à hauteur de 70% du salaire net du parent le premier mois et 60% le deuxième mois. Il s'agissait en fait d'une promesse du président Emmanuel Macron dans le cadre du plan de réarmement démographique dont on vous avait parlé sur cette chaîne. À savoir que la date de la potentielle entrée en vigueur de ce congé est encore discutée. Elle était initialement fixée à juillet 2027, mais elle pourrait être avancée au 1er janvier 2026. C'est en tout cas ce que souhaite la députée LFI Sarah Legrain. Et à noter que ce congé doit encore être adopté par le Sénat. On suivra ça et on vous tiendra au courant. Merci beaucoup Elisara. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.